Entre la paix et la guerre, que choisir? Cette question peut être rapidement répondue aujourd'hui et d'une grande facilité. Si on pose la question à quelqu'un entre la paix et la guerre, qu'est-ce qu'est-ce qu'on doit choisir? Tout le monde dira la paix. Tout le monde dira la paix, tout le monde va condamner la guerre parce que lorsqu'on présente la guerre, on voit le sang, on voit les armes, on voit toutes les personnes qui vont perdre leur famille, on voit des blessures, on voit toutes sortes de choses, la destruction des personnes. Et on préfère prendre la paix. Mais quelle est réellement la paix et quelle est réellement la guerre? Quels sont les impacts, vraiment les conséquences d'une guerre et quelles sont les conséquences d'une paix, réelle d'une paix? Lorsqu'on va en paix, lorsqu'on veut préserver la paix, lorsqu'on décide de faire la guerre, c'est pourquoi? C'est parce que nos droits sont menacés, parce qu'on veut obtenir des ressources, on veut obtenir des meilleures conditions de vie. C'est pour ça qu'on prend soit les armes, ou bien pour faire cesser une menace. Aujourd'hui, nous avons un bon nombre d'États qui ont souscrit à ce qu'on appelle la Convention internationale pour la Croix-Rouge. Et la Croix-Rouge a pour but de quoi? Un peu de réglementer un peu les conflits armés. C'est ça un peu. Pas vraiment réglementé, mais c'est l'organe qui vraiment agit en matière de conflits armés et qui protège vraiment les combattants, qui protège les droits des différents intervenants dans un conflit armé, en disant que même s'il y a la guerre, les personnes peuvent quand même vivre continuer à vivre dans des conditions normales. Ça veut dire se faire soigner, être protégés. Par exemple, s'ils sont blessés, il faut les protéger. Parce qu'avant, quand une personne était blessée, lorsqu'une personne a déposé des armes, des fois, on les tuait en les traitant en esclavage, en les traitant en esclaves. Ils n'avaient pratiquement aucun droit. Mais aujourd'hui, avec la CICR, la Croix-Rouge permet à ces personnes de vivre décemment. Certes, ils déposent les armes, ils sont arrêtés, oui, mais ils peuvent manger, subir des soins. Et même si tu es combattant et que tu es dans un hôpital de la Croix-Rouge, on ne peut pas t'attaquer. La Croix-Rouge a l'obligation de pouvoir soigner. Ça, c'est déjà à savoir. Maintenant, quelle différence on peut faire entre un combattant et un civil? Le combattant et le civil se différencient dans le fait que le combattant, lui d'abord, il fait partie d'un groupe armé. Ça, c'est une notion très très importante. Un civil qui prend une arme pour se défendre n'est pas un combattant. C'est-à-dire on ne peut pas le tirer dessus. On peut le désarmer, on ne peut pas le tirer dessus. Là, c'est qu'on tire de la lecture des différentes conventions, des différentes conventions internationales qui ont statut sur le droit international humanitaire. Ok? Ceux qui seront intéressés, je leur donnerai plus de sources. Lorsque vous êtes en train de vous faire il y a une guerre. Déjà, une guerre et un conflit armé, c'est deux choses différentes. C'est pas la même chose. La guerre et le conflit armé, c'est pas la même chose. C'est deux choses totalement différentes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit que vous êtes en guerre dans un même État, dans un même territoire, ce n'est pas une guerre, c'est un conflit armé. Mais maintenant, il faut faire aussi une différence. Est-ce que dans les conflits armés, les personnes sont-ils des combattants? Là, c'est aussi un élément important qu'il va falloir examiner. Parce que s'il y a un conflit armé, il y a une guerre, il y a une réglementation. Et si vous ne respectez pas la réglementation, il y a des condamnations au niveau international. J'aime bien ce qui veut dire, mais ces condamnations, quel est l'impact? Mais les relations entre les États. Si on sait que vous avez été condamné par des organisations internationales, beaucoup d'États ne vont pas plus faire affaire avec vous. Quand on dit plus d'affaires avec vous, c'est plus d'accords économiques. Et les États vivent des accords économiques.
vivent des avantages, par exemple concernant le droit d'accès à certains territoires. Si aujourd'hui on vous dit, les États-Unis vous disent, OK, on rend toutes les relations diplomatiques entre moi et vous. Ça veut dire quoi? Tous les ressortissants qui étaient dans vos pays, qui vivent aux États-Unis, vont devoir quitter et rentrer chez eux. Il n'y a plus de relations diplomatiques. Maintenant, si on doit revenir sur le sujet entre paix et guerre, que choisir? Avec la paix, avec la guerre, on utilise une arme pour faire peur à quelqu'un, pour que celle-ci vous donne ce que l'on veut. Et généralement, on utilise la peur. Et cette peur ne dure pas éternellement. C'est pendant un temps. Parce que vous aussi, pendant un temps, vous ne pouvez pas faire éternellement faire la guerre. Pas du tout. C'est pendant un temps bien déterminé. Et la personne qui se soumet, elle se soumet de façon temporaire parce qu'elle sait que fin des fins, elle aura besoin de la paix. Fin des fins, elle saura se défendre. Maintenant, lorsqu'on parle en matière de paix, la paix, généralement, ne se conçoit pas comme étant le fait de ne rien faire, de ne rien dire, de faire des câlins, de faire des mots doux. Non, la paix, c'est le non-recours aux armes. C'est ça même la diplomatie. Et généralement, lorsqu'un État décide d'agir par manière diplomatique et d'obtenir quelque chose d'un autre État, elle utilise des contraintes économiques. Par exemple, les droits de douane, les investissements. Dire par exemple que nous, on va arrêter d'investir chez vous, on va arrêter de venir acheter des choses chez vous, on ne va plus vous vendre rien, on va fermer toutes les frontières et vous ne pouvez plus rien acheter. Ou bien, si vous voulez acheter quelque chose, vous allez payer 3 fois plus de droits de douane, comme ce que font les États-Unis. Maintenant, si on doit faire une comparaison, quelle est la meilleure solution? La meilleure solution, quand je parle des meilleures solutions, on veut dire, quelle est la solution qui, pour moi, fait le plus de tort, fait le plus mal, et qui plus devrait réveiller les autres? Est-ce le fait d'utiliser une arme ou des contraintes économiques? Parce qu'avec une arme, qu'est-ce qu'on obtient d'une arme? Que la menace cesse, que le problème cesse. Mais avec des contraintes économiques, on peut exiger tout ce que l'on veut, tout ce que l'on veut d'un État. L'État non seulement ne sera plus une menace, mais l'État deviendra aussi un allié. Allié dans le sens qu'il ne va jamais prendre position contre nous, car il sait que sans nous, il n'existe pas. Regardez aujourd'hui les pays africains avec l'Europe, avec les États-Unis. Vu que ces pays ne produisent pas de l'argent et ils vivent des exportations, là, il faudrait, non, plus même de l'importation et de l'importation et de l'exportation. Ils vivent de ça. Beaucoup d'États africains vivent de l'importation et de l'exportation. Du coup, beaucoup plus de l'importation parce que beaucoup d'États ne produisent pas. Et ils vivent de ça. Et en vivant de ça, vous vivez aux dépens des autres. Lorsque vous regardez les pays industrialisés, fortement industrialisés, vous allez voir que la part dans leur économie, sous l'exportation, l'importation, surtout l'importation, est généralement moindre. Elle est énorme, mais elle est moindre par rapport aux autres sources. Parce qu'ils savent que s'ils dépendent trop des autres, eux-mêmes ne pourront rien faire. Vous n'avez qu'à voir la Chine. La Chine, elle est moins dépendante auprès de d'autres États. La Chine produit tout, toute seule chez elle. Parce qu'elle sait que la liberté, c'est la plus grande richesse. La plus grande richesse, ce n'est pas des armes, c'est la liberté et l'indépendance. Donc, quand vous avez un État qui vous donne des contraintes, des contrats, oh, signez ça, sinon, vous êtes limité. Regardez aujourd'hui comment Donald Trump arrive à contrôler, même le Venezuela, contrôle beaucoup d'États. Parce que les gens savent les conséquences qu'ils peuvent avoir s'ils signent avec les États-Unis. Donc, raison pour laquelle je dis entre paix ou guerre, quelle est la solution qui est moins dérangeante?